l'efficacité et de la perspicacité qui étaient liées au cumul de fonctions, surtout au niveau des parquets, où le procureur en charge du pôle économique et financier était en même temps le procureur du tribunal de grande instance de la commune 3 pour Bamako, du tribunal de grande instance de Mopti pour Mopti et du tribunal de grande instance de Caille pour Caille. Nous avons aussi remarqué l'absence de structures dédiées à la saisie et au recouvrement des biens liés à la délinquance économique et financière. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, nous avons remarqué l'absence d'un organe judiciaire spécifiquement dédié à la lutte contre ces phénomènes. Cela a conduit à une certaine incohérence dans l'application des textes concernant la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons remarqué que certains parquets s'auto-saisissaient, d'autres ne le faisaient pas, et l'application des textes variait d'une juridiction à une autre. Nous avons aussi remarqué dans le cadre de la lutte contre le terrorisme l'insuffisance des textes qui concernent certaines techniques spécifiques d'enquête pour lutter contre le terrorisme, le cumul de fonctions ici aussi qui entraînait des charges de travail telles que le procureur ne pouvait pas être très efficace. Dans le cadre des droits de l'homme, nous avons remarqué l'absence d'un service central qui pouvait jouer le rôle d'interface entre le département de la justice et les organisations de défense des droits de l'homme, étant entendu que la CNDH est une structure centrale qui joue un rôle, mais pas un rôle à cette dimension. Et l'inexistence d'un pendant institutionnel chargé de s'occuper des rapports périodiques et des différents mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme. Nous avons remarqué beaucoup de dysfonctionnements qui étaient liés à des vides juridiques, à l'inobservation et à l'incohérence dans la mise en œuvre de certains textes de fonctionnement des juridictions, toutes choses qui entamaient l'efficacité des procédures et la gestion des structures. Dans le domaine des ressources humaines, nous avons constaté un déficit d'effectifs au niveau des juridictions, dans les différents services d'une manière générale, et même dans les ordres professionnels. Le nombre d'avocats, de notaires, d'huissiers commissaires de justice, d'experts judiciaires, et j'en passe, était très limité. Nous avons aussi remarqué une faible mobilité du personnel en termes de mutations. Donc les dernières mutations au sein de la magistrature dataient de 2021, mais ce n'était pas un grand mouvement. Le mouvement le plus grand, c'était celui de 2019. Ensuite, au niveau des greffiers, il n'y avait pas eu de recrutement depuis 2008. La magistrature, c'était depuis 2018. Dans les différents ordres professionnels, à part les notaires, là aussi les recrutements vraiment n'étaient pas faits récemment. Nous avons remarqué aussi la faiblesse du contrôle et de l'évaluation des différentes structures, mais surtout l'absence d'un plan de carrière pour les professionnels de la justice. Au plan de la communication, il y avait l'absence d'une cellule de communication du département. Nous n'avions pas non plus de stratégie de communication. Il y avait l'absence d'un organe d'information générale sur la justice, l'absence de cadre d'échange entre la justice et les justiciables. En plus de tout cela, il y avait sur le plan financier la faiblesse du budget qui était alloué à la justice, 0,82% du budget national. Il y avait des difficultés de décaissement. Et au-delà, il y avait l'absence d'une politique pénale
et des stratégies de poursuite, surtout dans des matières spécifiques comme la corruption, le terrorisme, la criminalité organisée et d'autres formes de criminalité très pernicieuses. Et pour chapeauter tout cela, il y avait une instabilité chronique à la tête du département, ce qui faisait que, à peine le travail commençait, les chefs de département étaient remplacés. Celui qui arrivait devait reprendre le processus, chercher à imprimer sa vision, mais avant d'avoir le temps, il s'en va. Donc c'était au gré des événements, des tensions sociales. Donc le ministre de la Justice était le véritable souffre-douleur, voilà, de tous ces soubresauts qui se passaient dans notre pays. Et cela a conduit au fait que nous n'avions pas une ligne directrice claire, une vision par rapport à la conduite de la politique en matière de justice au Mali. Les conséquences, c'est que cela a engendré beaucoup de retard dans la mise en œuvre des réformes. Nous avons constaté la dégradation des infrastructures et du matériel, la faiblesse de la redevabilité, l'installation de nouveaux comportements déviants, la frustration de certains cadres, surtout les plus méritants, la perte de confiance de la population en sa justice. Face à ces nombreux défis, à toutes ces difficultés, il fallait prendre des mesures pour renverser la tendance. Les mesures que nous avons prises ont consisté à mener d'une part des réformes très profondes et d'autre part à adopter des comportements allant dans le sens du changement des méthodes et des procédures pour nous permettre d'avoir une justice plus accessible, plus efficace, plus proche du justiciable et une justice respectueuse des droits humains. Pour ce qui concerne les solutions apportées, au titre des réformes institutionnelles, nous pouvons noter la création du pôle national économique et financier. Je vais passer vite comme c'est des réformes dont on a beaucoup parlé. La création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. La création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. La création d'un parquet spécialisé au niveau du pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, séparé du tribunal de la commune 6. La création de la Direction nationale des droits de l'homme, la création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Merci. Au titre des réformes liées à l'organisation et au fonctionnement des services judiciaires, nous pouvons noter les classements des juridictions, l'augmentation des émoluments des avocats commis d'office, la création de la cellule de communication du ministère de la Justice et des droits de l'homme, la modification du Code des personnes et de la famille pour apporter une réponse judiciaire aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur qui avaient des problèmes de pièces d'identité. Nous avons la création d'un compte spécial dédié au recouvrement des avoirs criminels. Les motivations, il s'agissait de lutter plus efficacement contre la corruption et la délinquance économique et financière, contre la cybercriminalité, contre toutes les autres formes de criminalité d'une manière générale, recouvrer les avoirs criminels, combler les vides relativement à la poursuite des déviances, renforcer l'accès à la justice et l'assistance judiciaire, mettre en place un cadre formel d'échange entre les juridictions et entre la justice et les justiciables, et donner plus de visibilité aux actions des départements, renforcer enfin les capacités de l'administration pénitentiaire en matière de ressources humaines. Parlant des dossiers particuliers, il y a
le premier point concerne la lutte contre la corruption. À ce niveau, il faut rappeler que la corruption constitue un mal insidieux qui aujourd'hui est en train de faire beaucoup de dégâts, mais que nous sommes en train aussi de repousser progressivement. C'est un véritable drame qui affecte les dirigeants, ruine les ressorts du peuple et de tout se traduit par un mépris aveugle et cynique de l'intérêt général. À ce niveau, des actions ont été entreprises pour traquer les délinquants économiques et financiers. Beaucoup de procédures ont été ouvertes à travers notamment les audits, les missions de vérification, d'inspection, de contrôle qui ont été effectués au niveau de toutes les institutions, au niveau de tous les projets, de tous les programmes et des associations et organisations déclarées d'utilité publique. Ces différents rapports ont été transmis au pôle économique et financier et les enquêtes sont en cours. Certaines procédures sont au niveau de la brigade, d'autres en attente d'orientation au niveau du procureur, d'autres encore au niveau des cabinets d'instruction. Il y en a qui sont en instance de jugement et une dernière frange se trouve au niveau de la Cour suprême liée au fait qu'il s'agit de respecter les privilèges de juridiction. Ces dossiers aussi sont en train d'évoluer. À ce niveau, les dossiers liés au matériel militaire et à l'avion présidentiel est un dossier aujourd'hui qui a suffisamment avancé. Nous sommes sur les derniers actes pour aller à la clôture. Et si tout se passe bien, avant la fin du premier trimestre 2024, nous aurons l'épilogue de cette affaire, s'il plaît à Dieu. Le dossier Sécuriport, lui aussi, continue à évoluer. Et il s'agit là d'un dossier où l'État a beaucoup perdu. En fait, il y avait une concession de services publics au terme de laquelle l'opérateur devait faire des investissements conséquents et recueillir les recettes, partager ça avec l'État à proportion de 75% pour l'opérateur, 25% pour l'État. Et au bout de 10 ans, les infrastructures réalisées devaient revenir à l'État. Malheureusement, les choses ont été détournées en cours de chemin et le dernier document qui a été signé fait ressortir que l'opérateur a 100% des recettes qui seront générées et l'État du Mali 0%. Donc c'était vraiment un dossier scandaleux. Nous sommes en train d'avancer. Et ça, c'est les faits au stade actuel. Il est important, on n'aime pas trop parler des dossiers qui sont en cours de traitement, mais c'est vous dire que les faits au stade actuel se présentent comme tels. À la fin de l'enquête, nous verrons si les choses seront confirmées ou pas, comment les choses vont évoluer. Ce dossier est en train de progresser. Nous avons le dossier des transitaires, autrement dit, dossier des impôts, où nous avons remarqué certains opérateurs qui utilisaient des faux numéros d'identification fiscale pour procéder au dédouanement des marchandises. Et cela conduisait à des déperditions de recettes sur le plan fiscal, d'où un préjudice de l'ordre de 20 milliards de francs CFA au préjudice de l'État du Mali. Nous avons le dossier des cotonculteurs que vous avez connu, le dossier qui avait été sanctionné par un acquittement, mais suite aux voies de recours exercées, l'arrêt d'acquittement a été cassé et le dossier a été renvoyé pour être jugé devant la cour d'assises autrement composée. Et nous avons une session d'assises qui s'ouvrira, plaise à Dieu, à partir du 29 janvier, je crois, PG. Voilà, du 29 janvier.
Et à l'occasion, ces dossiers et beaucoup d'autres dossiers de corruption seront jugés. Nous avons le dossier Covid-19 qui est aussi en train de beaucoup progresser. Beaucoup d'actes ont été posés. Nous sommes sur les actes finaux. Une autre procédure qui a défrayé la chronique, c'est les fraudes aux logements sociaux. Nous avons remarqué un circuit parallèle d'attribution des logements sociaux suite aux actes de certains agents ayant abouti à attribuer des logements sociaux à des personnes qui n'étaient pas éligibles au programme. Ces dossiers sont en train d'être traités, les choses avancent. S'agissant aussi des immeubles bradés, la procédure avance. Nous sommes à l'étape d'évaluation des logements qui ont été cédés pour pouvoir finaliser les dossiers. Au-delà de ces dossiers, nous avons eu d'autres procédures qui ont intéressé l'opinion. La surfacturation, j'allais dire entre guillemets, des actes d'état civil à l'occasion des concours de recrutement, où nous avons vu des pièces comme les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, les cartes d'identité et autres documents qui étaient cédés à des prix vraiment très inquiétants. De 1500, on se retrouvait à 6000 et dans certains cas jusqu'à 50 000. Donc ça, c'est vraiment des actes qui sont déplorables. Il n'est pas agréable de voir des citoyens profiter de l'état de besoin de leurs concitoyens, de leurs semblables, pour leur imposer vraiment de tels supplices. Ce n'est pas normal. Cela décourage beaucoup de personnes et cela décrédibilise les institutions. Mais ça se passe à un niveau où ceux qui sont au sommet de l'institution très souvent ne sont pas imprégnés de ces dossiers-là. Mais fort heureusement, au niveau du tribunal de Koutiala, du tribunal de la commune 6, il y a eu des réactions appropriées ayant conduit à la mise sous mandat à la poursuite et à la mise sous mandat de dépôt des auteurs. Nous encourageons toutes les juridictions à continuer dans cette dynamique. Nous encourageons tous les citoyens à dénoncer ces faits et des faits similaires. Et la ligne verte est là pour cela. Donc, après cela, nous avons les dossiers qui sont liés à la cybercriminalité. Et là, vraiment, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions au sein de l'opinion par rapport à la cybercriminalité, les périmètres des infractions, les champs d'application de la loi et la pertinence ou non des procédures engagées. Beaucoup de choses ont été dites. Et certains ont même pensé que le pôle anti-cybercriminalité a été créé pour empêcher les gens de parler, d'exprimer leurs opinions, donc de les faire taire. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, si la création du pôle spécialisé, chargé de lutter contre la cybercriminalité, faisait partie des priorités du gouvernement, une de ses sources, c'est les recommandations des Assises nationales de la refondation. C'est tous les acteurs qui étaient conviés au niveau de ces assises qui ont décidé de mettre dans les recommandations la création d'un pôle dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Parce qu'il faut le dire, il y avait beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux. Personne n'était épargné. Donc, des actes consistant en des injures, des actes de diffamation, la diffusion de fausses informations, des actes d'escroquerie, des actes d'atteinte au système informatique, et j'en passe. Surtout ce qui était catastrophique, c'était les attaques sur fond d'injures
contre vraiment certaines personnes. Cela n'est pas admissible. Surtout dans notre société, cela constitue des contre-valeurs. L'injure, l'arrogance et des comportements contraires vraiment à nos mœurs, à nos us, ce n'est pas des comportements qui sont à encourager. Nous appelons tous nos concitoyens à revenir à nos fondamentaux, à respecter nos valeurs. Parce que la vulgarité et l'arrogance étaient en train de prendre les pas, ce n'est pas une bonne chose. Et j'ai beaucoup apprécié la contribution du barreau lors de l'installation solennelle du président de la formation du jugement et du procureur en charge du pôle anti-cybercriminalité, et une contribution qui demandait que les fournisseurs d'accès et autres structures qui mettent les réseaux sociaux à notre disposition, qui demandait à ce que la responsabilité de ces structures soit engagée. Je pense que c'est particulièrement important. C'est une lourde responsabilité que de créer des boulevards pour les gens. Il faut sécuriser ces boulevards. Donc, je vais demander à M. le procureur général, près la cour d'appel de Bamako, de veiller à ce que désormais, les fournisseurs d'accès et toute personne intervenant dans la facilitation de l'accès aux réseaux sociaux et de voir leurs responsabilités engagées. Donc, prenez toutes les dispositions pour que ces opérateurs puissent voir leurs responsabilités engagées par rapport aux actes qu'ils posent. Et les barreaux, merci de la proposition pertinente. Donc il faut dire qu'au niveau du pôle, déjà en 6 mois d'activité, nous avons 232 plaintes reçues, 28 dossiers jugés, 14 dossiers en cours d'instruction. Et cela étant entendu que le pôle n'a même pas commencé à fonctionner de manière effective, parce que l'aire locale n'est pas encore totalement réceptionnée. Donc ils sont dans des structures qu'ils ont squattées, donc le temps d'avoir leur propre infrastructure. Pour ce qui concerne les ressources humaines et les matériels, il faut dire que le département de la justice est passé le budget est passé de 0,92% en 2018 à 1,82% en 2023. Et courant l'année 2023, nous avons pu atteindre un résultat qui était tout le temps recherché mais qui n'avait pas été atteint, c'est la mobilisation de la tranche conditionnelle. Donc dans le budget, il y avait une tranche non conditionnelle à laquelle on avait accès et une tranche conditionnelle qu'on ne pouvait mobiliser qu'après avoir réalisé un certain nombre d'activités, notamment les réformes. Les 12 réformes phares, nous les avons amenées à leur stade d'achèvement et cela a permis d'ouvrir la porte au versement de cette tranche conditionnelle pour le ministère de la Justice. Donc pour ce qui concerne les ressources humaines, au titre du recrutement des personnels, nous avons recruté cette année 100 auditeurs de justice, 120 greffiers en chef. Nous avons organisé le concours professionnel des surveillants de prison pour l'avancement. Il faut noter qu'en 2022, on avait déjà recruté 100 auditeurs de justice, 125 surveillants de prison. Ces recrutements se sont passés dans des conditions de transparence et d'objectivité, vraiment dont nous sommes fiers. Je voudrais saluer, remercier et féliciter l'ensemble des membres de la commission d'organisation, le superviseur général, le ministre Hamidou Younoussa Maïga et son adjoint Fousseni Togola, qui ont fait un travail remarquable pour que nous ayons ces résultats. Et ces résultats, avant d'être publiés, ont été passés au peigne fin
vérifiée à travers des sondages de tout genre par les services de la présidence. S'il y avait une quelconque faille, elle aurait été décelée. Et le système qu'on a mis en place était tellement robuste que personne ne pouvait aider personne. Il est arrivé une situation où, malgré votre rigueur, souvent vous pouvez avoir un pincement de cœur, mais les principes étaient les principes, on ne pouvait pas faire autrement. Je ne remets pas le couteau dans la plaie, mais je vais parler du cas de notre fiston, le fils à Madame Gassama Adan, directrice nationale adjointe de la DENAGS, mais dont le fils qui avait passé à la première phase a échoué à la deuxième phase. Il était 5e sur la liste d'attente. Malheureusement, on ne pouvait rien faire pour lui parce que les règles étaient telles que personne ne pouvait aider personne. Donc, nous saluons son courage et nous lui disons que nous sommes fiers de notre fiston qui a montré que de par ses propres forces, alors il peut passer au concours. Sa chance viendra prochainement. Donc, pour ce qui est des ressources matérielles, les équipements des juridictions, des services centraux et de toutes nos structures ont continué. Et Kenyoroba, la maison d'arrêt dont les travaux ont été terminés, a aussi reçu, en plus de tout ce qui avait été envoyé comme matériel pour le démarrage, un renfort pour lui permettre de fonctionner de façon correcte. Et je rappelle que cette prison a été réalisée à hauteur de 11 milliards de francs CFA sur le budget national. Il faut dire à côté de cela qu'au titre des relations entre la justice et les justiciables, nous avons pris certaines mesures visant à rapprocher la justice des justiciables et des mesures de renforcement du contrôle interne. Au titre des mesures de rapprochement, nous avons l'institution de la Semaine de la Justice, dont nous sommes à la 2e édition. Nous avons les journées presse et justice que nous avons organisées, et dans le cadre de cette journée, vous avez vu une conférence qui a été tenue par le président de la maison de la presse et le procureur du pôle anti-cybercriminalité pour sensibiliser les gens, les informer par rapport à la cybercriminalité. Nous avons la création de la cellule de communication du ministère de la Justice, l'élaboration de la stratégie de communication du ministère, la création de Hakeo Kunafoni, donc une structure dédiée à recevoir les appels des citoyens, à les conseiller, à les orienter, sans faire la concurrence déloyale aux avocats. Nous avons procédé à la traduction des textes dans les langues nationales. Le code pénal, le code de procédure pénale, le code des personnes et de la famille, le code sur l'assistance judiciaire. Ces différents textes ont été traduits dans nos 13 langues nationales. Oui. Nous avons aussi formé tous nos responsables en communication institutionnelle. Nous avons créé une page Facebook du département, une page Twitter, un site du ministère de la Justice, et nous sommes en train de lancer une émission sur la connaissance de la justice où les gens pourront passer pour traiter de divers thèmes liés à la justice. Nous avons l'affichage des tarifs et frais de justice, l'opérationnalisation du numéro vert gratuit de la justice Bingani Kunafoni, ligne qui va permettre aux justiciables, aux citoyens de dénoncer tous les dysfonctionnements qui seront constatés, tous les abus qui seront constatés dans le fonctionnement de la justice. Nous avons l'élaboration de plus d'une trentaine de circulaires sur les manquements et dysfonctionnements constatés, la délocalisation des juridictions situées dans les zones d'accès difficiles, l'organisation d'audiences foraines, la régularité de la tenue des sessions d'assises au niveau des cours d'appel, 3 sessions d'assises à Caille, courant 2023, ayant jugé 65 dossiers. Félicitations.
une session d'assises à Mopti ayant jugé 37 dossiers. Félicitations. Une autre session consacrée au dossier des mineurs. Et pour ce qui concerne Bamako, il faut dire que la dernière session de 2022 s'était poursuivie jusqu'au mois de février 2023. Et après cela, sur plus de 3 mois de session d'assises. Après cela, nous sommes passés aux mutations et le nouveau personnel qui est installé est en train de préparer la session la dernière session de 2023, mais qui n'a pas pu être tenue pour des raisons d'ordre technique. Parce qu'en matière de finances publiques, le budget 2023 ne peut pas être utilisé pour financer des activités qui se déroulent en 2024. Or, les dossiers prévus étaient tellement nombreux que cette session d'assises doit s'étaler sur 3 mois, d'après ce que M. le procureur général nous a dit, 3 mois. Donc, en commençant en décembre, on allait déborder. Donc, nous avons préféré reporter cela pour commencer la session à partir du 29 janvier. Et cela va se poursuivre jusqu'au mois de mars, peut-être voire avril. Nous avons plus de 160 dossiers qui sont actuellement disponibles et le rôle est ouvert pour qu'entre-temps, toute procédure qui sera terminée puisse être prise aussi dans le cadre de ces assises. Donc, vraiment, ce sera une session double XL, comme on le dit. Merci. Donc, nous avons procédé aussi à l'opérationnalisation de certains tribunaux d'instance. C'était des justices de paix. Et vous savez que dans les justices de paix, il y a un adage à propos de ces justices de paix qui dit « juge unique, juge unique ». Donc, pour faire cesser cela, nous avons voulu à ce que les juges ne soient pas seuls à décider à toutes les étapes de la procédure. Poursuivre, instruire, juger. Et donc là, si vous avez la malchance qu'il est braqué contre vous, il n'y a pas d'échappatoire. Alors, avec la présence de 3 fonctions différentes, 3 personnalités différentes, vous pouvez échapper au moins à une des étapes. Donc, nous sommes en train d'opérationnaliser nos justices de paix. Et nous avons les tribunaux d'instance, les anciennes justices de paix. En termes de contrôle interne, nous avons renforcé le contrôle interne à travers des missions effectuées par l'inspection des services judiciaires, des missions effectuées par la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau pour le contrôle de la chaîne pénale. Nous avons des missions d'évaluation de la Direction nationale de l'administration de la justice. Nous avons les instructions qui ont été données aux différents chefs de service pour exercer de manière efficace et régulière le contrôle interne sur l'ensemble de leurs subordonnés. L'observance des règles d'éthique et de déontologie, à titre d'illustration, au niveau de l'inspection des services judiciaires courant l'année 2023, nous avons eu 53 missions, dont 43 de vérification de conformité et 10 sur des faits signalés. Et des suites ont été apportées à tous les rapports qui ont été établis. Donc, c'est pour dire que les rapports d'inspection ne sont pas rangés dans les tiroirs, ils sont exploités. Et dans le cadre des mutations, nous avons pris en compte ces rapports d'inspection et nous avons voulu faire ça sur des bases vraiment objectives. Et le mouvement qui a été fait en juin 2023 a permis de nommer et d'affecter des magistrats sur la base de l'objectivité, sur la base des valeurs des uns et des autres. Les gens peuvent peut-être se plaindre en disant que j'aurais préféré telle localité plutôt que telle autre, telle juridiction plutôt que telle autre, mais nous n'avons pas entendu de plaintes sur le fait qu'on a violé les textes par rapport à la durée, par rapport à la mobilité, par rapport au grade,
à la hiérarchie des uns et des autres. Toutes les règles légales ont été respectées. Donc nous avons voulu le faire vraiment sur des bases très objectives, des critères bien sélectionnés. Et s'il plaît à Dieu, nous allons continuer dans cette même dynamique pour les mouvements à venir. Les greffiers en chef, nous avons procédé aussi à leur mutation sur cette base. Nous sommes en train de travailler sur la mutation des greffiers et des secrétaires de greffe et parquet, mais aussi sur la mutation des surveillants de prison. S'il plaît à Dieu, d'ici la fin du mois de février, tous ces mouvements seront effectifs. Donc, cela va faire que, au niveau de la justice, tous les secteurs seront touchés par la mobilité du personnel, qui est vraiment nécessaire. Un autre point concerne la réaffirmation de notre attachement aux droits de l'homme. Comme vous le savez, nous sommes héritiers de la charte de Kourkanfougan, dont nous sommes très fiers. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de porter haut le flambeau, de faire en sorte que le Mali demeure un pays respectueux des droits de l'homme. Nous avons reçu beaucoup de critiques de la part de certains pays, de certaines structures, par rapport à certains cas de violation des droits de l'homme qui ont été dénoncés. Ce que nous pouvons dire, dans aucun pays du monde, tout ne peut être à 100% bon. Mais la plupart des accusations n'étaient pas fondées. C'était fait sur la base de critères beaucoup plus subjectifs que sur la base des faits réels. Cela étant dit, nous ne nions pas qu'il y ait eu des cas de violation des droits de l'homme. Ça arrive partout. Et ces différents cas, grâce au monitoring de la CNDH, des structures, des organisations et associations de défense des droits de l'homme dont elles constituent la faîtière, les plaintes individuelles, les rapports des structures internationales de protection et de défense des droits de l'homme, nous sommes en train de mettre en place un tableau exhaustif des cas de violation des droits de l'homme commis sur notre territoire et dont on a pu être au courant. Tout ce qui n'est pas éteint à travers une procédure ou à travers la prescription, nous sommes en train de tout recenser. Et le tableau aujourd'hui, il est bien étoffé. Donc nous allons continuer à actualiser ce dossier. Nous sommes en train d'interagir avec les différentes structures pour vérifier le niveau de mise en œuvre. Il y a des situations que nous allons référer au ministère de la Réconciliation pour des réparations à accorder aux victimes sur la base des critères qui sont dégagés à ce niveau. Les cas qui peuvent encore être judiciarisés les seront. Les cas qui sont déjà judiciarisés, nous allons les suivre jusqu'à leur terme. Et nous allons veiller à ce que vraiment le droit soit dit partout. C'est le cas au niveau de la justice militaire aussi, dont je salue la présence des représentants dans cette salle. À ce niveau aussi, nous sommes en train d'organiser des audiences et de juger les cas de violation qui ont été signalés. Donc c'est pour dire aujourd'hui que nous sommes dans une dynamique de prendre en charge tous les cas de violation des droits de l'homme. Ce qu'il faut dire, c'est que nous évoluons dans un contexte de guerre asymétrique, où les violations se commettent, mais la plupart des violations sont à mettre au compte des groupes armés terroristes qui attaquent des citoyens isolés, désarmés et situés dans des localités un peu éloignées. La plupart des violations, c'est à ce niveau-là. L'insécurité fait aussi que, au-delà des groupes armés terroristes, nous avons des gens aussi qui ont mis en place un système de règlement de comptes pour des affaires de champs, pour des affaires liées à la famille, ou pour d'autres affaires, les gens utilisent les bandits, ou souvent se transforment en bandits eux-mêmes pour régler leurs comptes. Malheureusement, nous avons cela. Nous avons aussi des situations où, malheureusement,
certains de nos concitoyens se font complices de ces groupes armés terroristes pour livrer leurs proches, les membres de leur famille. Donc ce qui fait que la lutte contre ce phénomène est très complexe aujourd'hui. Mais nous sommes en train d'agir pour faire reculer l'insécurité et faire en sorte que tous les cas de violation des droits de l'homme puissent être vraiment correctement adressés. Nous sommes passés à l'examen périodique universel où nous avons pu présenter le bilan du Mali qui a été vraiment salué par tous les membres qui étaient présents, à part quand même certaines personnes qui sont naturellement braquées contre le Mali. Ça fait partie du jeu aussi. Voilà, nous comprenons cela. Et il faut dire que nous avons le bonheur que notre CNDH soit estampillé du statut A, qui est le niveau le plus élevé de reconnaissance par rapport à la crédibilité de l'institution dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Je voudrais que nous acclamions et félicitons Monsieur le Président, cher grand frère Boiré, pour toutes vos réalisations. C'est remarquable. Peu de pays comptent une Commission nationale des droits de l'homme avec ce statut. Cela montre aussi qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, les droits de l'homme ont un niveau de respect et de promotion dans notre pays dont nous pouvons être fiers. Voilà. Donc nous avons aussi créé la Direction nationale des droits de l'homme qui va continuer à renforcer le travail qui est en train d'être fait. Et pour montrer que les choses avancent, vous avez remarqué qu'à l'EID, Espace d'interpellation démocratique, le ministère de la Justice n'a eu que 2 dossiers sur lesquels il fallait apporter des réponses. En amont, cela signifie qu'en amont, nous avons donné des suites judiciaires appropriées à tous les cas qui nous ont été soumis. Tous les cas qui ont été soumis ont reçu des suites. Ce qui fait qu'il n'y avait que 2 qui restaient. Et ces 2 cas, s'il plaît à Dieu, nous allons prendre les dispositions pour que ça puisse évoluer. Nous avons aussi procédé à l'humanisation des maisons d'arrêt. Kinyoroba, aujourd'hui, est une référence en Afrique. C'est une maison d'arrêt qui respecte toutes les normes et tous les standards internationaux en matière de protection et de respect des droits de l'homme. Et j'avais dit que c'était un joyau architectural et mes collègues m'avaient dit que je garde ce joyau pour moi-même. Sinon, il y a des chambres VIP, vraiment. Voilà. 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 C'est ça. Donc nous avons aussi procédé à la rédaction des manuels des droits de l'homme à l'usage des surveillants de prison dans les milieux carcérales. Nous avons procédé à l'amélioration des conditions d'hygiène, de santé et d'alimentation des détenus. C'est une conquête permanente, on continue à améliorer comme nous pouvons. Nous avons aussi imposé des délais, le respect des délais de détention, donc à travers des missions d'inspection, à travers des missions de contrôle. Et à ce niveau, je voudrais saluer le leadership de M. le directeur général qui, très souvent la nuit, à des heures tardives, 2h, 3h du matin, se rend dans les maisons d'arrêt et les différentes structures pour vérifier le respect des consignes, le respect des normes. Monsieur le directeur, félicitations. Donc nous avons aussi obtenu des diplômes de reconnaissance de la part de notre CNDH, structure crédible pour des agents du ministère de la Justice par rapport aux différents actes qui ont été posés.
Moi, j'en ai eu. 5 autres agents du ministère de la Justice en ont bénéficié. CNDH, merci beaucoup. Merci. Donc nous avons pris aussi beaucoup de mesures pour gérer la surpopulation carcérale à travers les grâces collectives qui sont accordées, à travers les transfèrements, à travers l'organisation d'audiences extraordinaires pour vider les dossiers. Mais il faut dire que ça reste toujours un défi parce que malheureusement, la criminalité ne s'arrête pas. Donc les délinquants continuent à agir et la gravité de certains faits fait que malheureusement, ces délinquants, on ne peut pas les garder ailleurs qu'en prison. Ce qui fait que l'effectif est en train de monter. Donc cela veut dire que nous devons tous agir de concert pour inverser la courbe de la criminalité à travers des actions de sensibilisation, à travers le contrôle et des mesures de sécurité qui vont avec. Donc, dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, il faut dire aussi que le PENI a coordonné les actions des différentes structures, si bien que les efforts de notre pays ont été reconnus par l'ambassade des États-Unis et nous avons obtenu un classement dont nous pouvons être fiers. C'est en anglais, je ne maîtrise pas. Madame la coordinatrice, vous pouvez nous dire... Hein? Ok, donc vous avez entendu. Voilà. Donc c'est pour reconnaître tous les efforts que nous sommes en train de faire, donc pour lutter contre ces phénomènes. Donc il faut aussi noter que dans le cadre des mesures allant dans le sens de la redevabilité, le barreau a organisé les états généraux de l'avocature. Monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs les membres du Conseil, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour ce travail remarquable que vous avez fait. Merci infiniment d'avoir osé, parce que ce n'est pas évident. Quand vous voulez faire les états généraux, toucher à toutes les plaies, ça fait mal. Mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Et j'ai vu aussi que depuis votre arrivée, vous avez insufflé une nouvelle dynamique allant dans le sens du respect des règles d'éthique et de déontologie de la corporation. Merci. Soyez vivement remerciés, félicités, et vous avez tous mes encouragements pour continuer dans la même dynamique. Merci. Donc nous avons aussi pris des mesures dans le cadre de la protection de l'environnement. Vous avez constaté ces derniers temps qu'il y a beaucoup de tensions dans les zones minières. Il y a des attaques contre les forêts classées, les cours d'eau, et la pollution est en train de faire vraiment ses ravages. Le président de la transition a instruit que des mesures énergiques soient prises pour mettre fin à l'exploitation illégale de nos substances minérales, à la pollution de nos cours d'eau, aux atteintes à l'environnement. Donc dans ce cadre, nous avons pris une lettre circulaire donc, pour saisir toutes nos structures par rapport à la lutte implacable qu'il faut mener contre ces phénomènes. Nous avons des missions conjointes avec le ministère de l'Environnement sur le terrain. Il y a des mesures de saisie et de confiscation du matériel qui est incriminé. Et à ce niveau, je voudrais rappeler et demander à toutes les structures, à toutes les juridictions, de veiller à l'application correcte des dispositions du Code minier qui interdit formellement la restitution des matériels saisis dans le cadre de l'exploitation illicite des substances minérales. C'est interdit, c'est le moyen, l'instrument du crime. Les substances extraites doivent être saisies, les matériels utilisés doivent être saisis. C'est comme le fusil qui a servi à tuer, le couteau qui a servi à égorger. Ça doit être saisi et confisqué au profit de l'État. Ce qui est dangereux doit être détruit. C'est la règle.
Donc, c'est dans le code minier une disposition récente donc, que je vous demande à tous d'appliquer et de faire respecter partout. C'est très important. Donc, un dossier particulier, c'est le dossier de EDM, où pendant longtemps, après la sortie de Madame le ministre de l'Énergie, il a été véhiculé que le dossier était vide, que rien ne s'est passé, donc que c'était de la fumée. Malheureusement, les gens ont oublié que le temps de la justice n'est pas le temps de l'opinion. Et la justice ne doit pas agir de manière instinctive. Nous prenons le temps d'analyser, d'observer, d'investiguer avant de prendre des décisions. Et ces investigations se sont poursuivies et je crois que vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer. Donc il y a des personnes qui sont en garde à vue et qui seront bientôt présentées aux juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Et cette lutte va continuer. Vous avez vu aussi qu'il y a une quantité importante de carburant qui a été régularisée. Il y avait plus de 19 millions de litres de carburant qui n'étaient pas livrés. Au stade actuel de l'enquête, 6 millions ont été régularisés. 13 millions sont en cours de régularisation. Donc si vous prenez les 6 millions et vous calculez au cours actuel du gasoil, prenez même 800, vous aurez 4 milliards 800 de francs CFA restitués déjà à EDM. Donc dans le dossier des transitaires dont on a parlé aussi, il y a un accord avec l'administration des impôts allant dans le sens du paiement de 2 milliards de francs CFA à la signature de l'acte et au plus tard au mois de mai 2024. Ces montants seront versés et tomberont dans les caisses du Trésor. Et parlant toujours de ces bilans, maintenant on va attaquer les chiffres. Au niveau des chiffres, c'est un peu une synthèse de ce qui a été annoncé. Nous avons 2 pôles judiciaires créés, un modifié, tous opérationnels. Une agence créée, une direction créée, une école créée, plus de 20 lettres circulaires adoptées, 4 sessions de cours d'assises tenues, 63 missions d'inspection effectuées, 232 plaintes reçues au niveau du PGS et au niveau du pôle anti-cybercriminalité, 28 jugés, 14 en information. Nous avons beaucoup de saisines d'office. Nous avons 1435 personnes formées par l'Institut national de formation judiciaire, 1435, dont 636 formations pour les magistrats, 358 pour les greffiers, 162 pour les notaires, 152 pour les huissiers commissaires de justice, 112 pour les avocats, 15 pour les bibliothécaires. Donc il s'agit des personnes formées. Certaines personnes ont bénéficié de 2 ou 3 formations. Donc c'est ce qui explique ces chiffres-là. En termes de recouvrement, nous avions parlé des régularisations pour EDM, excusez-moi. Donc de l'ordre de 4 milliards 800. Nous avons 1 milliard 500 recouvrés à la date d'aujourd'hui, courant l'année 2023, pour ce qui concerne le pôle économique et financier, seulement sur la base des versements volontaires effectués par les personnes mises en cause. Voilà. Donc au-delà de cela, on a les cautions. Il y a les cautions qui sont là. Et au-delà des cautions, il faut noter le travail remarquable que le bureau du vérificateur général a eu à faire et qui a amené à ce niveau aussi à des régularisations de l'ordre de 8 milliards de francs CFA. Les régularisations, c'est
en termes vraiment très simples, ceux qui ont reçu ce qu'ils ne devaient pas recevoir ont remis la chose à sa place. C'est ça. donc nous avons eu ces choses. Il faut aussi saluer les efforts de M. le directeur général du contentieux de l'État et de tous ses personnels par rapport au recouvrement. À la date d'aujourd'hui, eux aussi, ils sont à 114 millions de montants recouvrés et versés dans le compte spécial du ministère de la Justice. Ils sont en train de faire un travail remarquable et ils sont en train de défendre les intérêts de l'État et donc l'intérêt général, dans toutes les procédures qui sont ouvertes à tous les niveaux et dans les différentes juridictions du pays. Ils sont constitués partie civile et ils défendent les intérêts de l'État. Donc un travail remarquable que nous saluons. Monsieur le directeur, félicitations. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire aussi un travail remarquable dans la lutte contre les constructions illicites, où ils sont en train aussi de représenter l'État pour veiller à l'application de la réglementation en matière d'urbanisme et de construction. Donc sur ce point, je voudrais aussi inviter les chefs de juridiction et de parquet et les différents magistrats qui connaîtront ces procédures, vraiment de prêter main forte aux actions qui sont faites par les services de l'urbanisme, par la Direction générale du contentieux de l'État, pour juger ces différentes affaires et appliquer des sanctions exemplaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, beaucoup d'immeubles s'écroulent. Et malheureusement, ça fait des dégâts, y compris des pertes en vies humaines. C'est un phénomène contre lequel on doit lutter avec beaucoup de rigueur. Et vous l'avez vu, des gens aussi qui construisent des stations d'essence à côté de nos maisons, sans autorisation. Ça doit cesser. Des gens qui vont occuper nos rues, y ériger des édifices, ça doit cesser. Et des gens qui utilisent des matériaux non adaptés pour construire, des fers 6 à la place des fers 8, des fers 10 à la place des fers 12. Et vous mettez du fer 10 et vous faites 7 niveaux. Mais ça va s'écrouler. Les fondations ne sont pas préparées pour ça. Donc nous devons lutter contre ça avec beaucoup de rigueur. Il faut aussi dire que au niveau du pôle économique et financier, nous avons 71 dossiers réglés, dont 28 ordonnances définitives de transmission des pièces, qui j'espère passeront lors de la session spéciale, la session qui va s'ouvrir de la Cour d'appel de Bamako. 21 ordonnances de renvoi en police correctionnelle, 22 dossiers sanctionnés par des non-lieux, auxquels s'ajoutent 40 dossiers sortis à la suite des dessaisissements, ce qui fait un total de 111 dossiers traités en moins de 6 mois d'activité par le pôle national économique et financier. Merci. Donc nous avons tenu aussi une session du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, 2 sessions du Conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire. Donc 3 concours de recrutement, nous avons mentionné la réalisation des numéros du magazine d'information générale de la justice. Nous avons 2 projets de loi sur la table du Conseil national de transition, à savoir le code pénal et le code de procédure pénale. Nous avons 67 dossiers jugés en matière de lutte contre le terrorisme spécifiquement. Nous avons l'impression très souvent que les dossiers de terrorisme ne sont pas jugés, mais c'est le cas. Ces dossiers sont en train d'être jugés, seulement il n'y a pas beaucoup de médiatisation autour de ces dossiers. Et il faut aussi noter, courant l'année 2023, que nous avons organisé à Caille une session spéciale de la Cour d'assises consacrée aux dossiers de violations graves des droits de l'homme, notamment les faits liés à l'esclavage par ascendance. C'est particulièrement important. Cela a permis au phénomène aujourd'hui vraiment de reculer. Les gens font attention, ils ont compris qu'il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Donc, le bilan, il ne sera pas exhaustif. Ça, c'est des actes que nous indiquons vraiment, que nous donnons à titre indicatif pour vous donner une idée du travail qui a pu être fait pendant cette période. Maintenant, nous allons aborder les perspectives
du département. Avant les perspectives, permettez-moi de vous lire certains éléments qui m'ont été fournis qui concernent l'administration pénitentiaire, les activités d'appui à l'administration pénitentiaire sur le financement du PROSMED. En termes de réhabilitation, nous avons la réhabilitation et l'équipement de l'établissement pénitentiaire de Yorosso, de l'établissement pénitentiaire de Nara, et de la maison d'arrêt de Koro, de la maison d'arrêt de Yelimane, de la maison d'arrêt de Nyoro, de la maison d'arrêt de Djema. L'appui à l'organisation, nous avons organisé la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée aussi. Donc il y a eu un appui à cette activité. Nous avons organisé la remise du meilleur prix des établissements pénitentiaires. Nous sommes en train d'informatiser les établissements pénitentiaires et nous sommes en train de prendre des actions pour mettre en œuvre la politique de réinsertion des détenus et le plan social. Donc le tout fait un total de 224 038 586 francs. En plus de cela, nous avons des travaux de réhabilitation des maisons d'arrêt de Bamako, MCA, Bolé mineur, Bolé femme, Kati, Djoila, Tukoto, Sikasso, Kuchala, San, Baraweli, Massina, Nara, Yelimane, Nyoro du Sahel. Ça, c'est la situation des contrats PAGIM 2. Études et suivi, contrôle de réhabilitation, fourniture et installation des panneaux solaires, des lampadaires, des projecteurs, des batteries, acquisition de 3 chambres froides destinées aux établissements pénitentiaires de la MCA de Bamako, Kenyoroba, Kaï, achat d'équipements médicaux. Nous avons une boulangerie pénitentiaire au niveau de Bolé Femmes, la fourniture de produits d'hygiène, l'acquisition de 15 ordinateurs pour les maisons d'arrêt, des sessions de formation et l'acquisition d'un bus de 60 places pour le transport des détenus. Il faut aussi noter l'acquisition de 26 véhicules offerts par l'ambassade du Japon pour l'administration pénitentiaire. D'autres véhicules offerts par ECAP Sahel pour la DENAJS, pour la Cour d'appel et d'autres structures du ministère. Et ECAP, je vais l'aborder dans les perspectives, est en train aussi de nous aider à construire la maison justice à Sévaré. En plus de leurs appuis multiformes dans le cadre de la commission permanente législative où sont produits nos différents textes. Je voudrais ici saluer Monsieur le directeur national des affaires judiciaires EDISO et toute son équipe pour la production législative conséquente du département. Ça, il faut dire, il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de textes. Très sincèrement, Monsieur le directeur, félicitations et merci à vous pour ce travail remarquable. Donc, les perspectives, il s'agit de faire adopter le code pénal et le code de procédure pénale au niveau du CNT. Nous devons, en amont, organiser un atelier de dissémination des textes et d'immersion des membres du CNT sur ces textes majeurs avant d'aller au vote en tant que tel. Donc, nous espérons pouvoir organiser ça avant la fin du mois de janvier et l'adoption devrait suivre par la suite. Nous avons des recrutements à venir dans les différents corps. Nous avons aussi des textes sur l'esclavage, la traite des personnes, les violences basées sur les genres, les autorités traditionnelles, l'assistance judiciaire, les tarifs et frais de justice en matière civile, commerciale, sociale et pénale qui sont suffisamment avancés et dont nous avons finalisé les travaux. Nous sommes en train aussi d'informatiser les casiers judiciaires et les dossiers judiciaires pour les dématérialiser. Donc ce travail se poursuit. Nous avons aussi des avancées qui vont être finalisées courant l'année 2024, s'il plaît à Dieu, sur les dossiers des personnels, les statuts de la magistrature, les statuts des surveillants de prison, les statuts des greffiers. Donc ces différents textes avancent. Nous avons aussi les textes qui concernent l'érection de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée en direction générale. Donc ces textes aussi avancent.
Nous allons, courant l'année 2024, élaborer aussi un nouveau programme pour le secteur de la justice, parce que la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice prend fin en décembre 2024. Il faudra élaborer un nouveau programme pour permettre à la justice de continuer sa montée en puissance. Nous allons poursuivre de manière acharnée l'assainissement du secteur de la justice avec le renforcement et la systématisation de l'inspection. Là, il faut le dire, et le contrôle aussi de la chaîne pénale. Chaque fois que des faits sont signalés, l'inspection va en mission pour vérifier. Aucun cas n'est laissé dans les tiroirs. C'est à l'issue de la mission de l'inspection que nous pouvons savoir si les faits sont avérés ou pas, ou nous prenons les mesures nécessaires. Il nous est arrivé, courant l'année 2022 et une partie de l'année 2023, d'envoyer l'inspection 4 fois dans la même juridiction. Et à l'époque, un des chefs au niveau de cette juridiction m'avait demandé, mais vous nous en voulez ou qu'est-ce qui se passe? L'inspection ne fait que venir. J'ai dit non, si des faits sont signalés contre vous 5 fois, l'inspection ira 5 fois. Si c'est 10 fois, l'inspection ira 10 fois. Le plus important pour vous, c'est de n'avoir rien fait. Si vous n'avez rien fait, pourquoi vous craignez l'inspection? Voilà. Donc l'inspection va continuer à aller pour vérifier. Et ceux qui ne font pas des pratiques déviantes sont confiants quand l'inspection est là. Voilà, ils n'ont rien à se reprocher. Ils reçoivent l'inspection, les contrôles sont faits et l'inspection s'en va. C'est terminé. Mais par contre, ceux qui ont des choses à se reprocher craignent l'inspection. Et là, c'est normal. Donc, nous allons aussi continuer dans le sens des actions qui vont aller dans le cadre de la création des écoles, des autres professions juridiques et judiciaires. Donc, l'école du notariat, l'école du barreau, l'école des huissiers commissaires de justice. Donc, nous allons poursuivre les efforts pour aller vers cela. Nous allons demander, à l'instar du barreau, à tous les ordres professionnels du secteur de la justice d'organiser les états généraux de leur corporation. Et ça, c'est durant le premier semestre 2024. Au plus tard, fin juin, tous les autres ordres professionnels auront organisé leurs états généraux. Et à la suite de ces états généraux, nous allons organiser les états généraux de la justice avant la fin de l'année 2024. S'il vous plaît, nous avons besoin de cela pour vraiment faire un diagnostic sans concession de notre justice, voir ce qui marche, ce qui marche très bien, ce qui marche moins et ce qui ne marche pas du tout, et essayer de prendre les mesures correctives. Nous allons prendre des dispositions pour que cela soit fait. Et je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je sais qu'il y a tellement de choses à dire. Il y aura des documents qui vous seront relayés à travers la presse. Et pour ceux qui souhaitent aussi, à travers des transmissions directes qui vont récapituler tous les bilans du ministère. Donc les journaux qui vous ont été distribués vous donnent un aperçu aussi, voilà, de l'activité qui a été menée. Donc je voudrais, pour conclure, dire que la justice, qui pendant près de 30 ans est restée dans une situation vraiment difficile, d'incertitude et de perte de confiance des justiciables, des citoyens, est en train progressivement, mais sûrement, de retrouver ses couleurs. La justice est en train de faire sa mue de manière sereine. Et cette mue va aboutir au renversement de la tendance par rapport à la perception de la justice. Et à ce niveau, je voudrais saluer les efforts de tous les acteurs de la justice, toutes professions confondues, qui nous ont permis d'arriver à ces résultats. Vous voyez, le ministère de la Justice
fédère diverses structures, les différents ordres professionnels qui sont là, des structures comme la CNDH, les partenaires techniques et financiers dont nous saluons les efforts, et beaucoup d'autres structures qui travaillent, qui nous aident à mettre en œuvre la politique en matière de justice. Et c'est la somme de tous ces efforts, de toutes ces contributions qui fait ce résultat que nous venons de partager avec vous. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous remercier tous pour tout ce que vous avez pu faire pour accompagner ces actions-là. Nous avons atteint des résultats dont nous pouvons être fiers, mais le travail n'est pas terminé. Nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer à faire davantage d'efforts dans le sens de la redevabilité, dans le sens de la responsabilité, dans le sens de l'efficacité. Cela est particulièrement important. Nous devons continuer à avancer. Et tout en écoutant les plaintes des uns et des autres, les récriminations, restons concentrés sur l'essentiel et avançons. Nous savons que tout le monde ne peut pas être satisfait de la justice, particulièrement ceux qui ont perdu des dossiers. Et disons que la justice touche à des choses particulièrement sensibles qui concernent l'homme. Il s'agit de notre liberté, il s'agit de notre honneur, il s'agit de notre dignité, il s'agit de nos biens. Donc toute chose qui touche à ces choses est vraiment sensible. Quelqu'un qui a perdu les aînés, je vais payer la pentade après. Quelqu'un qui a vu sa femme partir suite à un divorce ne pardonnera jamais au juge qui a prononcé ce divorce. Voilà. Lui, vous allez lui demander est-ce que la justice elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il vous dira non, c'est la pire des choses qui pouvaient arriver sur terre. Voilà. C'est pareil pour quelqu'un qui a perdu son champ. C'est pareil pour quelqu'un qui a vu sa société ou son entreprise saisie, liquidée. C'est pareil pour quelqu'un qui a fait 5 ans, 6 ans en prison. Cela arrive souvent et de manière abusive. Ça peut arriver, il y a des erreurs judiciaires. Dans d'autres cas, c'est des faits réels et les peines, les sanctions appliquées sont méritées. Ce que je voudrais dire à l'attention de tous les acteurs de la justice, c'est de veiller à ce que la justice soit distribuée de manière correcte, dans le respect des textes de loi. Et je voudrais demander à tous les acteurs de la justice de faire violence sur eux-mêmes et de veiller à ce que l'éthique et la déontologie soient respectées partout. La corruption, partout où elle est, fait des dégâts. Mais dans la justice, les dégâts sont encore plus importants. Parce que l'homme de justice est censé être le dernier recours du citoyen, le dernier rempart contre les abus. Et si malheureusement, lui se trouve dans les travers, il n'y a plus d'espoir pour les citoyens, il n'y a plus d'espoir pour les justiciables. Je voudrais que nous en prenions conscience. Ceux qui sont déjà en train de faire de bonnes choses, de respecter les règles d'éthique et de déontologie, je voudrais les féliciter et les encourager à continuer dans cette dynamique. Ceux-là qui n'ont pas encore embarqué dans ce train, je voudrais leur demander instamment, au besoin les supplier de monter à bord de ce train-là, le train de la redevabilité, le train de l'éthique, le train de la déontologie, le train de la probité. Vraiment, monter à bord de ce train et ensemble, changeons la justice. Ensemble, faisons en sorte que nos concitoyens soient fiers de cette justice-là. C'est particulièrement important. Je demanderai aussi aux justiciables, à la population, de jouer aussi leur partition. Parce que quand on parle de corrompus, il y a forcément un corrupteur aussi. Les juges, l'avocat, l'huissier commissaire de justice, les notaires, les surveillants de prison,
les greffiers, l'expert judiciaire et tous les acteurs, s'il leur arrive de demander quelque chose qui n'est pas dû, c'est extrêmement grave, c'est de la concussion. Ils peuvent être poursuivis. Mais le justiciable, les citoyens, qui va remettre ce qui est indu pour corrompre, est aussi un corrupteur. Il doit aussi être traqué et poursuivi au même titre que ceux-là qui reçoivent les fonds qu'il leur propose. Donc, aux acteurs de la justice, n'extorquez pas, ne demandez pas. Et même quand on vous donne, repoussez. Aux citoyens, aux justiciables, ne proposez pas, ne donnez pas l'argent sale. Ce n'est pas bon. Et à ce niveau, vraiment, j'insiste particulièrement, on jette l'opprobre sur les acteurs judiciaires sans parler de la responsabilité des justiciables et de la population. Ce côté est important. On vous demande de donner ce qui est indu, refusez. Refusez. N'importe quel abus est commis, signalez. C'est le rôle de l'administration de la justice de prendre en charge ces questions et vraiment de mettre les choses à l'endroit. En tout cas, vous pouvez compter sur notre engagement, notre disponibilité. Sollicitez-nous sur tous les dysfonctionnements, sur tous les cas d'abus, sur toutes les violations. Nous allons réagir et donner la réponse qu'il faut. Et c'est à ce prix, et en mettant tout cela en œuvre, que nous allons avancer, que nous allons aller de l'avant. Je voudrais, avant de terminer, demander à la presse aussi de faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Parce que l'information judiciaire, il faut la manipuler avec doigté, avec délicatesse. Parlez de ce que vous maîtrisez, de ce que vous avez vérifié, de ce qui est avéré. C'est particulièrement important. Sinon, quand vous relayez, commentez des situations qui ne sont pas réelles, où les faits sont déformés, vous pouvez vous exposer. Que ce soit dans le cadre de la cybercriminalité, que ce soit dans le cadre normal, vraiment c'est des choses qui peuvent vous atteindre. La justice et la presse sont des partenaires. Nous sommes ensemble. Nous allons tout faire pour vous protéger, pour vous aider à avancer. Aidez-nous à vous protéger en commettant moins d'infractions. Parce que là, en ce moment, nous pouvons vous protéger et vous aider. Voilà. Maintenant, j'avais oublié de mentionner un point qui est particulièrement important, c'est les genres, nos Amazones. Elles se sont battues sur toute l'étendue du territoire national pour que les gens comprennent ce que c'est que les genres, pour veiller à ce que les genres soient respectés, pour veiller à ce que les violations basées sur les genres soient combattues avec la dernière rigueur. Donc nous avons la mise en place des one-stop centers un peu partout pour prendre en charge ces situations. Nous avons la nomination des points focaux genre au niveau de toutes les juridictions, au niveau du gouvernement aussi, au niveau de tous les départements, pour vraiment faire en sorte que l'équilibre soit maintenu. Je voudrais à ce sujet demander à tous les acteurs de la justice de combattre avec la dernière rigueur les violences basées sur le genre. Ces derniers temps, nous avons constaté que dans les couples, il y a des gens qui, d'un côté comme de l'autre, du côté tant des époux que des épouses, des gens qui prennent des libertés pour créer des infirmités à leurs conjoints. On en a vu qui ont crevé l'œil de leurs partenaires, qui ont coupé leurs mains, leurs pieds, qui ont détruit leur visage à travers l'eau chaude, l'acide sulfurique et tant d'autres choses. Et nous avons vu aussi des cas où on est arrivé à attenter même à la vie à travers divers modes opératoires.
Je pense que cela ne doit pas avoir droit de citer dans notre société. On se marie parce qu'on s'aime, et quand on ne s'aime plus, il faut se séparer. Vraiment, il faut se séparer. Il ne faut pas arriver à la tuerie, il ne faut pas arriver à la violence. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand vous n'avez pas pu vous parler, quand les médiateurs n'ont pas pu résoudre la situation, vraiment séparez-vous. C'est mieux que de s'entretuer. Donc, luttons avec efficacité contre ces phénomènes. Luttons avec efficacité contre la corruption, contre la cybercriminalité et surtout contre la petite corruption. C'est des actes qui sont souvent anodins, mais qui sont particulièrement dangereux. Vous voyez des gens souvent qui vont dans des structures, une file doit être tenue, et des gens qui remettent de l'argent pour passer avant les autres. C'est une forme de corruption. Ça fait très mal. Et c'est ce qui est ressenti directement par les citoyens. Je suis là depuis 6 heures du matin. J'attends la file et quelqu'un arrive à midi, il donne un petit billet et il passe devant moi. C'est ravageur. Ce n'est pas bon. Moi, il m'est arrivé en tant que procureur et souvent même en tant que ministre d'aller dans les banques, ça arrive. Et quand je dois passer faire des opérations urgentes, quand j'ai du temps, je me mets en rang. Quand je n'ai pas du temps, je demande la permission de ceux qui sont là pour pouvoir passer parce que j'ai des urgences. C'est comme ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais venir bousculer tout le monde et passer parce qu'on a tel rang. Ce n'est pas bien. Donc, de la même manière, je demanderai aux acteurs judiciaires d'être fermes dans tous les actes qu'ils posent, mais de les faire dans le respect de la loi, dans l'humilité, c'est particulièrement important, et dans le respect des usagers du service public de la justice. Cela est particulièrement important. Donc j'ai beaucoup parlé, vraiment, et je vais maintenant aller vers la clôture de mes propos en saluant de manière très sincère, très chaleureuse et spéciale Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui nous a renouvelé sa confiance, qui nous a apporté son soutien et son accompagnement pour que tout ce que nous avons réalisé puisse être réalisé. Dans un pays, tout ce qui se passe au niveau des services régaliens, comme la justice, ne peuvent se passer que si au plus haut niveau, on a la volonté. Et je puis vous assurer, la volonté politique au niveau du président de la transition est à son summum par rapport à une justice efficace. Et il nous a dit, par rapport à la lutte contre la corruption, n'épargnez personne. Par rapport à la lutte contre l'impunité en général, n'épargnez personne, y compris ceux qui sont dans mon entourage immédiat. Toute personne qui faute, voilà, il faut engager des poursuites. Ça, c'est particulièrement important. Je voudrais remercier le chef du gouvernement qui, sur les instructions du président, assure la mise en œuvre des différentes activités en coordonnant l'activité gouvernementale et qui permet que nous puissions les réaliser. Je voudrais, à côté de lui, saluer tous mes collègues membres du gouvernement, et particulièrement les ministres de l'économie et des finances, parce que sans les finances, rien ne se fait. Et la presse, veillez à ce qu'ils entendent ça, pour nous donner plus de financement. Oui. Donc je voudrais aussi saluer et féliciter très chaleureusement tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui, pour leur accompagnement. Saluer les représentants et les membres des différents ordres professionnels du secteur de la justice pour leur soutien, leur accompagnement. Saluer les syndicats et associations du secteur de la justice. Saluer
tous nos collaborateurs, saluer la presse de manière spéciale pour tout le travail d'accompagnement qui est en train d'être fait. Permettez-moi quand même de faire une mention particulière pour certains collaborateurs que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je veux nommer Monsieur le secrétaire général, le docteur Boubacar Sidiki Diarra, président de la commission, secrétaire général du département, qui, depuis son arrivée, a insufflé au département une dynamique nouvelle et une dynamique avec des résultats probants. Monsieur le secrétaire général, merci vraiment de votre disponibilité, de votre engagement, de votre loyauté et de votre professionnalisme. Permettez-moi aussi de saluer monsieur le chef de cabinet, monsieur Bakary Koulibaly, qui depuis 6 ans et même un peu plus est resté chef de cabinet au ministère de la Justice. Bravo. Ce n'est pas fortuit. Le principe est que quand les ministres changent, son chef de cabinet et les membres du cabinet vont avec lui. Mais lui, il a été reconduit chaque fois. Et il est encore là. Très sincèrement, je voulais saluer son professionnalisme, son engagement, sa technicité et tout le travail qu'il est en train de faire pour que nos activités vraiment s'accomplissent de manière efficace. Merci. Il est très discret, mais particulièrement efficace. Et je l'appelle le 7e conseiller technique. Voilà. Parce que vous voyez, il a une compétence vraiment multidimensionnelle. Il a été administrateur civil, il a été financier, il a été enseignant, magistrat il l'est, il a été au secrétariat général du gouvernement. Donc une somme d'expérience telle que vraiment il a une pleine maîtrise. Un journaliste, ah voilà, j'oubliais ça. Ah voilà. Donc franchement, il fait un travail remarquable. Donc à côté de lui, je voudrais aussi saluer monsieur le directeur des finances et du matériel. Et le docteur Moussa Kissima Traoré, qui depuis son arrivée a permis le décaissement rapide des fonds qui nous ont été alloués. La gestion efficace de nos recettes, le respect des procédures financières et sa disponibilité à prendre en charge toutes les demandes, toutes les préoccupations. Monsieur le directeur, merci pour tout. Franchement, il a révolutionné les choses, il faut le dire. Et je n'attaque pas ceux qui l'ont précédé, mais vraiment la gestion, ça a changé radicalement. Et même au niveau des juridictions, les gens le disent. Il y avait des bons, des demandes de matériel datant de 2019-2020 qui n'étaient pas prises en charge, mais à son arrivée, aujourd'hui, il n'y a au département aucun bon, aucune demande sans suite. Tout est satisfait. Voilà. Voilà. Donc, c'est le lieu vraiment de le remercier et de le féliciter. Voilà. Donc, je voudrais aussi remercier et féliciter M. Abdraman Sissé, que nous appelons affectueusement Adoura. C'est le chargé de communication. Et au moment où Sango partait, nous nous étions inquiétés en nous disant, vu le travail accompli par Sango, son professionnalisme et tout, alors comment nous allions faire? Est-ce que nous pourrions trouver quelqu'un qui pourrait les remplacer? Nous avons eu beaucoup de soucis. Mais Dieu merci, depuis son arrivée, nous sommes vraiment très satisfaits de ses prestations. Donc, félicitations. Donc, j'ai voulu nommer particulièrement ces personnes à cause du rôle spécial que chacun d'eux joue. Monsieur Sissé, c'est la communication, ça couvre tout, c'est transversal. Monsieur Koulibaly,
c'est le chef de cabinet, il coordonne l'action de tous les chargés de mission et autres. Et là, les chargés de mission, ils sont en train de faire un travail remarquable. Je voudrais les saluer. Monsieur le secrétaire général, lui, il coordonne l'ensemble des activités du département. C'est le chef d'orchestre. Voilà. Donc, et monsieur le directeur des finances et du matériel, sans lui, rien n'est mis en œuvre. Voilà. Donc, sinon, nous avons des conseillers techniques très valables, très engagés, dévoués et professionnels qui sont en train de faire le travail. Nous avons des services centraux où les chefs et leurs collaborateurs sont en train de faire un travail remarquable. Au niveau du cabinet et du département, nous avons des personnels à tous les niveaux qui font un travail remarquable. Et je voudrais saluer enfin la brigade d'intervention pénitentiaire qui nous accompagne, qui fait un travail remarquable. Imaginez qu'aujourd'hui, on n'appelle plus la police et la gendarmerie pour sécuriser nos événements. Et j'ai plusieurs fois été escorté par cette BIP sur plusieurs trajets en mission à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, merci. Donc, je voudrais aussi saluer les hôtesses qui ont fait un travail remarquable. Elles sont là depuis le début de la cérémonie jusqu'à nos jours, dévouées, en train de servir, être aux petits soins concernant tous les invités. Vraiment, je voudrais leur dire merci. Merci à tous les membres de la commission d'organisation. Et enfin, grand merci à la presse une nouvelle fois et à un représentant emblématique de cette presse, M. Sango. Voilà. Et j'avoue que depuis plusieurs années, nous sommes en train de suivre avec beaucoup de bonheur ces prestations dans le cadre de la maîtrise des cérémonies au niveau le plus élevé, dans les rencontres les plus importantes. Et il a toujours assuré, franchement. Voilà, merci, félicitations et bonne continuation. Et un jour, je lui disais à M. Sango, est-ce que vous avez formé des gens pour, voilà, pour vous remplacer? Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous et chacun pour l'intérêt que vous avez manifesté en venant à cette cérémonie et en nous accompagnant tout le long de cette semaine dans les différentes activités que nous avons eu à effectuer. Oui, je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier et vous dire que tout cela est obtenu grâce à vous, grâce à votre accompagnement. Et nous voulons compter sur vous pour l'année en cours et pour les années à venir. La justice, c'est notre affaire à nous tous. Et travaillons pour qu'elle puisse vraiment avoir de l'essor et continuer à grandir. Nous demandons aux citoyens d'être patients. La justice, elle va vraiment changer. Le changement est amorcé, ça va se poursuivre. Et pour enfin maintenant terminer, je voudrais remercier, féliciter et encourager ceux qui vont nous permettre à tous de regagner nos domiciles. Il s'agit des chauffeurs. Voilà. Il faut un travail remarquable, ainsi que les agents de sécurité rapprochés qui nous rassurent. Quand ils sont à côté, voilà, on se dit vraiment ça va. donc, merci à tous et vivement la prochaine édition de la Semaine de la Justice. Bon retour à tous. Merci.